Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décolonial et intersectionnel qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines. Et aujourd'hui, nous revenons sur l'une des thématiques qui constitue l'identité du podcast, la race, parce que nous avions besoin d'approfondir le sujet, parce qu'il est important d'en comprendre les enjeux, parce que plus que jamais, nous devons avoir ce débat. Après tout, qu'est-ce que la race ? Et quels sont les impacts et conséquences dans nos sociétés post-esclavagistes et coloniales ? Pour en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Stéphanie Mulot, sociologue et docteure guadeloupéenne en anthropologie sociale et ethnologie de l'École des hautes études en sciences sociales. Vous menez des recherches sur les rapports de pouvoir et leurs effets dans les relations sociales, en contexte post-colonial, sur les Antilles et la Caraïbe, dans une démarche impliquée et militante, croisant recherche fondamentale et recherche-action. Et vous êtes devenue en 2012 la première femme afro-descendante professeure des universités en sociologie en France. Nous avons eu recours à plusieurs de vos textes. Après tout, vous êtes le pilier de nos recherches. La matrifocalité caraïbéenne n'est pas un mirage pour notre épisode 4 sur la femme potomitan. Quand la race croise le genre, le fondement des sociétés antillaises pour l'épisode 7 sur la colonisation de notre sexualité. Et encore, redevenir un homme en contexte antillais, post-esclavagiste et matrifocal pour notre épisode bonus sur les masculinités antillaises. Alors, pour vous, qu'est-ce que la race ? Comment la race, c'est pas une question génétique, c'est une question évidemment d'abord socio-politique. Et comment les catégories raciales aux Antilles, les catégorisations raciales, reposent sur la conjonction de plusieurs critères, le phénotype, la façon de parler, les habitus sociaux, les comportements, le caractère, le tempérament, la sexualité. C'est intéressant d'aller chercher ce qu'il y a derrière la race. Après, c'est pas forcément la question de la terminologie, mais ça fait aussi partie du podcast d'essayer de comprendre en fait la question de race aux Antilles. C'est quoi avoir une race aux Antilles, sachant qu'à partir du moment où on sort des Antilles, Mélissa et moi, théoriquement, on fait partie de la même race, entre guillemets. À partir du moment où on sort des frontières des Antilles, on est juste des personnes noires, mais après, quand on rentre aux Antilles, il y a toute cette classification qui est absolument pas dépendante de nous. On n'a absolument eu aucun mot à dire, aucun rôle à tenir dans cette définition. Ça s'est projeté sur nous. Moi, en tant que négresse, noire à peau foncée, Mélissa en tant que métisse, chabine, dépendante, j'imagine. C'est complètement... Mais quand vous dites, quand vous sortez de la Guadeloupe, vous êtes noire, mais vous êtes noire en Amérique, mais vous n'êtes pas noire en France. Est-ce que toutes les deux, on vous désigne comme étant noire ? Moi, oui, on me désignait comme étant noire. Canada, pareil. Du moins Montréal, Québec, je veux pas dire tout le Canada, mais en tout cas, c'est mon ressenti que c'est ça. Si il se passe quelque chose avec Mélissa et moi, je sais pas, il se passe quelque chose avec nous en France, on va dire deux noirs. On va pas dire une métisse et une. Non mais ça c'est hypothétiquement. Mais dans la réalité, quand on se parle de vous, quand on s'adresse à vous. Quand on vous décrit, quand vous êtes avec des gens en France, est-ce que l'une et l'autre, on vous dit que vous êtes noire ? Oui. Si je suis avec d'autres personnes métisses, mais sinon, si c'est des personnes blanches pour me nommer, je suis noire. Si on me demande mes origines, ce qui est souvent la question qui revient tout le temps, là je vais dire ma mère est bretonne et mon père est guadeloupéen, et puis là on va me dire t'es métisse, et là je vais juste dire oui. Je pense que toutes ces catégories elles évoluent beaucoup. On travaille par exemple moi sur ce qui s'est passé dans les années 90. Je pense qu'aujourd'hui là dans les années 2010-2020, les catégories ont déjà changé parce qu'en fait elles sont extrêmement dynamiques et que et elles dépendent des interactions sociales. Et je pense que dans les années 90, on avait moins d'interactions entre membres de communautés différentes qu'aujourd'hui. Et du coup, les catégories aussi, elles ont évolué parce qu'en fait, les catégories, elles dépendent des connaissances des gens et d'une terminologie qui est véhiculée dans la culture, dans la presse, dans les chansons, dans le cinéma, dans l'imaginaire. Et du coup, quand les gens entendent parler de noir, ils disent noir. Quand ils entendent parler de blanc, ils disent blanc. Alors que s'ils entendent parler de métis, de café au lait, enfin moi quand j'étais petite, on était café au lait, on était chocolat, on était ma fille caramel aussi, c'était beaucoup pour nous. Ouais, mais voilà, ma fille par exemple aujourd'hui elle a 10 ans.
Elle a appris qu'elle était blanche, parce qu'apparemment elle est blanche. Enfin, on lui a dit qu'elle était blanche quand elle est arrivée en Guadeloupe. Mais avant, elle n'était pas blanche, elle était beige. Et ses copines, elles n'étaient pas noires, elles étaient caramel, elles étaient chocolat. Enfin, entre elles, elles avaient des termes qui étaient des termes assez doux, d'ailleurs. Et elles s'aimaient beaucoup, toutes. Des termes doux pour dire, il y en avait une qui était caramel, chocolat, marron ou beige, mais il n'y avait pas ni blanc ni noir parce qu'il n'y avait pas de signification politique derrière les termes qu'elles utilisaient. C'était des enfants qui, entre elles, avaient constaté qu'elles avaient des couleurs différentes, mais c'était comme des ingrédients pour faire un gâteau. C'était pas dans des hiérarchies politiques, pas encore. En tout cas, pas en maternelle. Et en fait, les choses prennent du sens différemment selon le contexte. Et quand on est revenu en Guadeloupe, ben là, à l'école, on lui a expliqué que les gens, ils n'étaient pas beiges, ils étaient blancs, que les gens, ils n'étaient pas marrons, ils étaient noirs, et que du coup, ben, ça ne prend pas le même sens, et qu'entre les deux, il y avait des métis, des chabines, des gens qui sont bruns, des Indiens, mais bon, c'était du coup là, on était entré dans des catégories qui n'étaient pas des catégories affectives, mais des catégories politiques, c'est-à-dire définies en fonction du contexte, qui est le contexte antillais, qui signifie différemment la couleur. Et quand on était avant à Toulouse, elle était en plus dans une école où il y avait vraiment une attention portée au vivre ensemble, à la citoyenneté, à la diversité et au fait de ne pas entrer dans les catégories racisantes justement. Donc les adultes et les enfants, les adultes ne renvoyaient pas aux enfants ces catégories d'assignation par la couleur. Alors qu'on fait beaucoup ça aux Antilles. On renvoie beaucoup aux enfants les catégories d'assignation par la couleur. On leur dit, on nomme, on les appelle comme ça. On dit, ah, mais c'est une chabine. À peine l'enfant est sorti du ventre qu'on va regarder déjà de quelle couleur il est, de quelle couleur sont ses ongles, aux pieds, aux mains, ses oreilles. Pardon ? Non, vous avez dit les ongles et donc du coup ça m'a marqué parce que je me suis dit, oh, les ongles aussi, je savais pas que ça rentrait aussi dans le... Donc on regardait. Les ongles, les oreilles, les testicules pour les garçons, et on vérifie où la couleur est la plus foncée parce que la couleur va changer avec l'âge. Enfin, et donc la couleur à la naissance n'étant pas la couleur définitive, on cherche les marques de la couleur définitive. Et du coup, on nomme et d'une certaine façon, on pourrait, entre guillemets, assigner l'enfant dès le départ, dès sa naissance, par les catégorisations liées à la couleur, qui en plus, dans le contexte antillais, ont longtemps été des catégories sociopolitiques. Donc moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant de questionner, c'est-à-dire comment la race, déjà, c'est un cumul de plusieurs critères sociopolitiques. Les critères qui définissent la race, c'est plutôt des critères sociopolitiques. Et la race, c'est pas une catégorie scientifique au sens des sciences dures, des sciences génétiques, mais par contre, c'est une catégorie sociopolitique au sens des sciences souples, c'est-à-dire des sciences humaines, sociales et politiques. Et du coup, ce que je trouve intéressant de regarder, c'est comment ça se construit, comment ça s'apprend, comment ça s'endosse la race. Si je pars de mon expérience, moi j'ai été nommée chabine assez tard, parce que petite, j'étais pas entourée d'Antillais, et c'est à partir du moment où j'ai eu des Antillais autour de moi que j'ai été nommée chabine. Mais avant d'être nommée chabine, j'ai été négresse, j'ai été chinoise, j'ai été noiraude, j'ai été kabyle, j'ai été berbère. C'est-à-dire, selon les personnes que je rencontrais, les gens me renvoyaient les termes de leur altérité ou de leur familiarité. C'est-à-dire que quand j'étais petite, les enfants blancs, français, ne sachant pas... pourquoi j'étais différente, me voyais comme une chinoise, parce que le chinois, c'est vraiment l'archétype de l'étrangeté lointaine et inconnue. Mais il n'y a rien de chinois, c'est juste que j'étais dans l'imaginaire projeté, j'étais la catégorie lointaine. Quand ils voyaient ma couleur, oui, je pouvais être la noiraude.
Ça, j'ai été la noiraude. Parfois de façon dure, parfois de façon humoristique, parce que je dis toujours, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, mais quand j'étais petite, il y avait un dessin animé qui passait à la télé française qui s'appelait La Noiraude, et c'était l'histoire d'une vache noire et blanche, qui téléphonait à son psy. Et elle appelait son psy parce qu'elle était malheureuse, la noiraude, et la psy. Donc le psy répondait et elle disait oui, c'est la noiraude. Et le psy répondait allons bon, la noiraude, qu'est-ce qui ne va pas encore? Mais la noiraude, c'était pas un terme raciste. Ça n'avait rien à voir. Mais non, ça n'avait rien à voir avec les femmes noires. Les noiraudes, c'est des catégories de vaches. Et ça n'avait rien à voir. On parlait pas de gens. On parlait pas des gens, on parlait pas des femmes, c'était une vache. Donc on était dans la catégorie vache, et dans les vaches, il y a différentes catégories. Et les termes existent avant les termes racistes. Une jeune petite, j'avais pas forcément apprécié, mais bon. Et quand je suis partie à Bordeaux, par exemple, et que j'ai commencé à rencontrer des Maghrébins, je suis devenue kabyle. Ou berbère, c'est-à-dire que, étant donné que j'étais plutôt pâle et que j'avais néanmoins les cheveux frisés, les yeux clairs, je pouvais correspondre aussi au phénotype kabyle ou berbère. À Bordeaux aussi, j'ai croisé des Brésiliens et qui m'ont demandé si j'étais pas aussi brésilienne, peut-être du nord-est. Donc, en fait, les gens vous voient avec leur catégorie. Donc, il y a deux possibilités de réponse par rapport à ça. Ah oui, puis quand j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai été perçue comme une chabine par les Antillais. Bon, bref, c'est-à-dire les gens vous voient avec leur catégorie, donc ils vous voient avec leur culture, ils vous voient avec leur imaginaire. Et il y a deux possibilités. Soit vous endossez tout cela, mais ça veut dire qu'à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un de différent, vous pouvez avoir une identité assignée différente. Et si vous l'endossez, c'est assez propice à la schizophrénie au bout d'un moment. L'identité, c'est aussi ce qu'on choisit d'être. L'identité, c'est ce qu'on est par un parcours, par une expérience, par une culture qu'on choisit, qu'on revendique, et pas forcément celle dont on a hérité. On n'est pas obligé d'avoir la même culture que ses parents. Moi, si je peux me permettre, c'est super intéressant de vous entendre, parce que dans mon cas, il y a beaucoup de choses que... Par exemple, je sais que moi, j'avais pas conscience d'être noire quand j'ai grandi. C'est quelque chose avec lequel j'ai discuté avec Mélissa. Je me suis rendu compte que j'étais noire à partir du moment où je suis allée vivre à Montréal. Parce que j'avoue que, en tout cas, j'ai eu cette chance et j'en ai discuté avec ma mère. Dans mon foyer, on ne m'a jamais appelée négresse ou noire, même dans ma famille. Je me souviens, on avait tout un essai à faire. On avait, je sais pas, en anglais, on devait écrire, 100 mots à notre sujet. Et j'ai parlé de tout. La couleur de mes yeux, la couleur de mes cheveux, mon chien, la couleur de mon chien, et j'ai jamais mentionné ma couleur de peau. Et je me suis dit, mais pourquoi? Et parce que pour moi, ça avait pas de... Je sais pas, si on m'avait dit tu es noir, j'aurais dit évidemment, mon père et ma mère, il n'y avait pas vraiment de substance, il n'y avait pas d'enjeu politique dedans, et c'est intéressant parce que moi j'ai peut-être moins cette versatilité, c'est-à-dire où que j'aille, je serais toujours noire. On m'a toujours dit que j'étais noire. Quand je dis noire, c'est pas pour dire racisée en fait, c'est vraiment pour parler de cette peau foncée. J'ai l'impression que où que j'aille, je serai toujours noire. Il y a personne qui m'a dit, oh, tu viens de ci, tu viens d'ailleurs. Peut-être, j'ai jamais changé de catégorie, en fait. J'ai l'impression que quand on parlait du fait que les catégories ont évolué, j'ai l'impression que la mienne a toujours été, dans le dur, en fait, et que j'ai jamais vraiment eu cette... Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est par rapport aux Antilles, puisque c'est quand même votre sujet, les catégories, elles sont plus nombreuses. Ce qui est assez remarquable, c'est que en France, quand j'étais très jeune, il y avait pas 10 000 catégories, quoi. Il y avait des blancs, il y avait des noirs, il y avait des métis. Certains peut-être parlaient de mulâtres, je suis même pas sûre. Ma mère, oui, mais en dehors d'elle, je sais pas. Il y avait Laurent Voulzy qui nous avait parlé de café au lait. On pouvait être café au lait, on pouvait être
au lait mélangé ou lait au café, enfin bon, mais bon, il n'y avait pas énormément de catégories. Alors que dans l'univers antillais, mon Dieu, c'est foisonnant de catégories très subtiles, très diverses et qui mélangent non seulement la couleur de peau, mais surtout la texture des cheveux, la qualité des cheveux, la couleur des yeux, la couleur des poils, parce que c'est pas seulement les cheveux, c'est aussi les poils qu'on a sur le corps, y compris les poils pubiens, la couleur des poils pubiens, mais oui. Donc non, mais ça va très loin les On va chercher jusque là. Mais oui, parce que l'inscription, la carnation en fait, l'inscription de la couleur dans le corps, elle est dans la peau, mais elle est dans tout ce qui est pigmenté. Donc c'est les yeux, c'est les ongles, c'est les cheveux, c'est le poil, tous les poils. Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Les lèvres, à la fois les lèvres de la bouche et pour les femmes, les lèvres de la vulve. Donc, et puis chez les hommes, les testicules qui font aussi la couleur. Donc, non, mais c'est très très détaillé. La multiplicité des critères, donc on a parlé de la couleur, la texture des cheveux, évidemment la morphologie, la forme du nez, la largeur et la forme des lèvres, la largeur et la forme du bassin, des fesses, des seins, des épaules. Enfin, tout ça, c'est des critères qui sont utilisés pour caractériser les personnes. Mais qui a donné naissance ? Est-ce que c'est la population qui s'est autodivisée ? Est-ce que c'est le groupe dominant qui s'est dit vous êtes ça, vous êtes ça ? Est-ce que c'est il y a une dynamique entre les deux, le dominant a divisé, donc du coup le dominé a tout fait pour traduire cette division en mots, parce que c'est toujours la question de l'origine et de la perpétuation d'une dynamique initiale qui se perpétue sans qu'on sache après vraiment qui veut que ça se perpétue. Mais on a des éléments dans l'histoire, on a des éléments de textes, de voyageurs, de gens qui au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, voyagent aux Antilles, dans la Caraïbe, et constatent justement qu'il y a des degrés différents de couleurs, de traits, de morphologie. Et il y a cette espèce d'obsession classificatoire assez systématique et aujourd'hui un peu, enfin quand même inquiétante, qu'on retrouve par exemple chez un voyageur scientifique qui s'appelle Moreau de Saint-Méry, je ne sais pas si vous connaissez, répertorie les classifications des noirs et des blancs et de tous les mélanges qui naissent de la rencontre des noirs et des blancs. Il compte, c'est dans un souci de détail absolument obsessionnel, hein. Enfin, on est dans l'obsession, on est presque même dans quelque chose qui relève de la maniaquerie. Caractériser les individus selon leur origine blanche ou noire. Et donc, il écrit à la fin du XVIIIe siècle, il essaye de répertorier non seulement les différents termes utilisés pour désigner les différentes combinaisons, ce qu'il appelle des différentes combinaisons obtenues à partir des différents métissages. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tout ça, parce qu'il y a Frédéric Régent en parle aussi dans ses ouvrages. Donc, à l'époque, il constate que si nègre et blanc ont un enfant, eh bien, entre les deux, c'est un mulâtre. Oui. D'accord ? Ensuite, si un mulâtre a un enfant avec un noir, un capre. Si le mulâtre a un enfant avec un blanc, ce sera un carteron. Si le mulâtre a un enfant avec un mulâtre, c'est la surprise. Et ça peut être un chabin d'ailleurs. Enfin bon. Mais bon. Et puis si un métis a un enfant avec un blanc, si un carteron a un enfant avec un blanc, ça va être un métis. Si un capre a un enfant avec un noir, ça va être si un capre a un enfant avec un métis, vous voyez, donc très vite on entre dans des combinaisons qui vont donner une multiplicité d'apparence. Et justement, tous les critères retenus, la couleur de la peau, les cheveux, l'épaisseur et tout, se multiplient.
Et donc, on obtient une multiplicité de catégories. Et en fait, à l'époque, ce qui pouvait à la fois intéresser et inquiéter, c'était si on multiplie les métissages, c'est-à-dire est-ce que un mulâtre, si sur plusieurs générations, ses enfants font des enfants avec des blancs, est-ce qu'un descendant de noir peut devenir blanc? C'était ça en fait la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une ligne de couleur qui est infranchissable? Alors, les Américains ont réglé le problème de façon politique, et c'est bien là la question américaine qui ressort d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est que aux Américains, aux États-Unis, il y a une ligne de couleur qui est infranchissable. À partir du moment où dans votre ascendance vous avez du sang noir, ne serait-ce qu'une goutte, vous êtes noir. C'est la règle de la goutte de sang, the one drop rule. Hein? Alors qu'en France, c'est pas ça. Dans le système français, esclavagiste, c'est pas ça. Les gens peuvent, au fil de plusieurs générations, s'éclaircir et revendiquer le fait d'être blanc. C'est-à-dire des gens qui, en fait, ont des ancêtres noirs. Mais ça va très vite, hein. Vous pouvez être noir et qu'en 3 générations, vos enfants soient blancs. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ça. Mais c'est vrai dans l'autre sens aussi. Vous pouvez être blanc et qu'en 3 générations, vos enfants soient noirs. Enfin, vos enfants, arrière-petits-enfants, soient noirs. Mais oui, c'est pour ça que la question de la race, elle est très compliquée, en fait. Et c'est imprévisible. En tout cas, si je reviens au 18e, Moreau de Saint-Méry, ce qu'il interroge, c'est est-ce que les Noirs peuvent avoir des descendants blancs? Il regarde, il scrute, il analyse non seulement la physionomie, l'apparence, le phénotype des populations, mais aussi leur comportement, leur attitude, leur capacité, leur compétence, leur moralité, leur aptitude au travail, leur capacité d'adaptation au climat, leur tempérament sexuel, leur capacité, leur fougue, leur capacité reproductive, leur moralité, enfin tout y passe. Alors par exemple, Moreau de Saint-Méry, lui, il considère qu'un individu est fait de 128 parties. Donc les parties, c'est les cheveux, les yeux, les sourcils, il y a plein de parties. Et donc, il va considérer qu'un blanc a donc 128 parties blanches et que seul le blanc peut avoir 128 parties blanches. Et que le nègre, alors, je ne sais pas pourquoi, je ne me souviens plus vraiment, mais que le nègre, lui, s'il a des parties blanches, il en a moins que 8. Et c'est un peu étonnant d'ailleurs. Et donc, quand on regarde la classification qu'il fait, donc entre les deux, le mulâtre a la moitié, entre 49 et 70 parties blanches. Le carteron entre 71 et 100. Le métis entre 101 et 112. Le mamelouk entre 113 et 120, le carteronné entre 121 et 124, le sang mêlé entre 125 et 128. Donc là, c'est tous ceux qui se rapprochent du blanc. Et c'est complètement arbitraire en plus. Mais oui, complètement. Et si on va dans l'autre sens, si on part du mulâtre et qu'on va dans l'autre sens vers ce qu'il appelle les nègres, le marabout a entre 40 et 48 parties blanches, le griffe entre 24 et 39, le sacatra entre 8 et 23, et le nègre moins de 8. Et donc, c'est des classifications, il faut les voir comme étant des méthodes de connaissance, mais aussi effectivement d'ordonnancement et donc de hiérarchisation et de contrôle, et qui se traduit par seul le blanc à 128 parties blanches. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec nos parties blanches, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Et justement, c'est ça qui va déterminer ensuite l'attribution à chacune de ces catégories phénotypiques d'une identité sociale, morale, d'un caractère, d'un tempérament, et on va assigner en fait à chacune des traits sociaux, comportementaux différents. Et la première des caractéristiques qui est retenue pour être associée à ces différentes catégories, c'est les capacités d'adaptation au climat et au milieu, qui déterminent le regard que portent quelqu'un comme Moreau de Saint-Méry. Et du coup, les Blancs qui viennent d'Europe, donc les Blancs européens,
eux ne sont pas très bien adaptés au climat et au milieu, puisqu'ils sortent d'un climat tempéré vers un climat tropical, et donc ils sont pas habitués à l'humidité, enfin à la chaleur et tout ça. Alors que les Blancs dits créoles, c'est-à-dire ceux qui sont nés sur les territoires caribéens tropicaux, eux sont adaptés, et c'est bien ça la première définition de la créolisation, c'est d'être adapté à son milieu. Ça va être pareil pour les Noirs africains qui, eux, viennent d'Afrique et qui ils sont un peu plus que les Européens habitués à la chaleur et aux climats tropicaux. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on les choisit, parce qu'ils vont être plus facilement adaptables et utilisables et malléables sous les climats tropicaux des Antilles. Et les descendants d'Africains qui vont naître aux Antilles seront encore plus adaptés, puisque c'est leur environnement de naissance. Donc en fait, c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a préféré, en France, on a préféré la reproduction, à un moment donné, on a préféré la reproduction des esclaves sur les plantations plutôt que l'approvisionnement par la traite, parce qu'en fait, les esclaves créoles, contrairement à ceux qui venaient d'Afrique, qu'on appelait les bossales, étaient d'emblée, soi-disant, adaptés à leur milieu. Et donc c'est juste une utilisation mercantile et capitaliste des propriétés, des caractères physiques, on pourrait dire, physiologiques des populations par rapport à leur milieu, et dans une vision d'une théorie médicale qui était celle de l'adaptation et du climat. Et donc tous ceux qui naissent aux colonies, qu'on dit créoles, qu'ils soient blancs, qu'ils soient africains, qu'ils soient noirs d'origine africaine, sont censés être d'emblée plus adaptés. Mais l'adaptation, elle peut avoir des effets négatifs, puisque par exemple, on va souligner que les Blancs dégénèrent sous le climat tropical. Alors pourquoi ils dégénèrent ? Parce que leur peau fonce, leur peau se fripe. Vous le voyez, c'est pas. Oui, c'est vrai. On met une peau blanche au soleil, elle va plus vite se tacher, elle va se friper peut-être plus vite qu'une peau noire. Voilà, c'est ça l'idée de. Voilà. Et puis la dégénérescence, c'est aussi la dégénérescence morale, c'est-à-dire le fait que on va se laisser aller à la nonchalance, à la lenteur et à l'oisiveté, au plaisir du corps, à l'exultation, à la chaleur sexuelle. On retrouve encore cette idée dans l'imaginaire colonial, puisque lorsque des individus qui ne vivent pas forcément dans les îles nous visualisent aux Antilles, on fait pas grand chose en fait. On est là constamment sur nos hamacs, on n'aime pas travailler, on est des feignants, et puis en fait on fait que l'amour. Donc finalement cette caractérisation, ou en tout cas cette description des individus créoles est toujours présente, et elle continue à En fait, c'est des choses qu'on voyait chez les Blancs créoles. Et par contre, chez les Noirs, on va dire l'inverse. On va dire qu'en fait, les Noirs créoles, eux, voient le jour dans l'univers de la plantation, et donc sont déjà formatés pour la plantation, le travail. Et chez les Noirs, en fait, ce que certains vont souligner, c'est que le fait d'être né sur place évite qu'est-ce qu'on pourrait dire, une tendance, une maladie, une pathologie. En tout cas, c'est perçu comme ça à l'époque, c'est pas moi qui le dis, mais une tendance qui est, pour les esclavagistes, fâcheuse, chez les Africains réduits en esclavage, c'est la nostalgie. Évidemment, sont marqués par la souffrance du déracinement, de la perte de leur univers familier, traditionnel, et souffrent de se retrouver dans cet univers plantationnaire, concentrationnaire de l'esclavage. Et donc apparemment, il y en a qui se laissent mourir, il y en a qui s'empoisonnent, qui ne veulent pas travailler, et donc les colons appellent ça la nostalgie. Et la nostalgie est coûteuse pour les colons,
parce que les Africains réduits en esclavage ne travaillent pas comme il le faudrait. Et en plus, il y a des pertes puisqu'ils se laissent mourir. Giraud de Chartrand, c'est 18e, qui écrit le nègre créole, en ouvrant les yeux pour la première fois, voit déjà ce qu'il verra toute sa vie. Nourri dans l'esclavage, son esprit s'y moule insensiblement, comme son corps, et par de petits essais se prépare de bonne heure aux plus rudes travaux. Vous voyez ? Donc il y a l'idée que naître sur place, on est déjà préparé à l'esclavage. Si je reviens à Moreau de Saint-Méry, lui, ce qui va l'intéresser, c'est donc non seulement les critères physiques, les capacités d'adaptation physique et morale, mais aussi le tempérament des personnes. Les différentes catégories d'apparence ont toutes aussi des avantages physiques et des tempéraments différents. Par exemple, quand il était à Saint-Domingue, il décrit le mulâtre et il dit « De toutes les combinaisons du blanc et du nègre, c'est le mulâtre qui réunit le plus d'avantages physiques. De tous ces croisements de races, c'est lui qui retire la plus forte constitution, la plus analogue au climat de Saint-Domingue. Il vit jusque dans un âge très avancé, et si sa peau se tache en vieillissant, il n'a que la laideur de la vieillesse et point sa caducité. Le père là-bas, lui aussi, va faire des remarques dans le même sens. Par exemple, les mulâtres sont pour l'ordinaire bien faits, de bonne taille, vigoureux, forts, adroits, industrieux, courageux et hardis au-delà de l'imagination. Ils ont beaucoup de vivacité, mais ils sont adonnés à leur plaisir, volages, fiers, cachés, méchants et capables des plus grands crimes. Donc, vous voyez comment on introduit, et c'est ça, et c'est bien ça la race. C'est-à-dire qu'on attribue à des catégories désignées initialement par leur physique des capacités, des traits de caractère ou des traits de moralité. Vous voyez, là, il dit ils sont fiers, volages, cachés, méchants, capables des plus grands crimes, et donc des traits de sociabilité. Alors, il continue là-bas en disant, par exemple, il parle du griffe, cette fois-ci, la combinaison qu'on obtient entre un marabout et un nègre, le marabout étant le résultat de la combinaison entre un mulâtre et un nègre. Et donc il parle du griffe en disant le griffe a tous les avantages du mulâtre, mais il n'est aucune des combinaisons produites par les mélanges coloniaux qui puisse offrir un résultat aussi livré à la fougue amoureuse et à l'égal dans les deux sexes. Donc voilà qu'à présent on ajoute la question de la sexualité. C'est-à-dire que chaque catégorie va être en plus porteuse. D'abord, on constate, d'abord on fait des constats, on trouve que là, souvent, les gens de telle catégorie ont telle sexualité, et on en fait une règle, et on en fait une classification. Bon, alors après, la question c'était, est-ce que nos catégories aujourd'hui nous viennent d'une classification coloniale, ou est-ce que les gens les ont eux-mêmes créées, reprises, y ont adhéré, ou les ont même formulées, formatées? Classification à la fois raciale, sociale, sexuelle des individus et particulièrement des femmes perdure jusqu'au XXe siècle. Il y a un très bel article d'Emmanuel Saada qui parle de l'exposition coloniale de 1889 et de la façon dont les femmes des colonies sont présentées, et notamment... Alors, je vois des mots, la routine des photos. Voilà, la routine des photos, voilà, où elle parle dont on présente en fait des photographies de femmes des colonies et des femmes antillaises notamment, et comment on souligne chez ces femmes des caractéristiques physiques. Alors, soit ça peut être la femme créole à la peau très claire, soit ça peut être la jeune sauvageonne noire africaine. Alors, elle, sa caractéristique, c'est qu'elle a les cheveux ébouriffés. Elle n'est pas coiffée, elle a une masse de cheveux crépus ébouriffés. Et à chacune, on attribue des tropes de la sexualité et de la moralité différentes. Donc du côté de la femme noire, quelque chose on va dire de premier, quelque chose de sauvage, quelque chose qui n'est pas contrôlé, qui ne serait pas
socialisées, qui n'auraient pas été formatées par la civilisation, on va dire. Et du côté de la femme blanche, au contraire, corps formaté, la tenue contrôlée par les normes religieuses, chrétiennes, sociales, morales, qui montrent une femme qui se tient, quoi. Et c'est intéressant parce que c'est ce qui va définir la respectabilité des femmes. La respectabilité chrétienne qui doit se voir par l'apparence, par la coiffure, par le vêtement, par la tenue, par le langage, et qui était au départ la caractéristique principale des femmes blanches créoles, la respectabilité, et qui est devenue un critère que les femmes noires ont revendiqué parce qu'elles ont été christianisées. Il y a une association très nette entre des apparences physiques, des comportements, des caractéristiques sexuelles et morales. Et ça, c'est quelque chose qui est resté. Alors le problème, c'est que, malheureusement, ces catégories, elles sont pas horizontales. Elles sont pas, il y a des gens différents, tous sur le même plan, tous sur le même rang. Au contraire, ça contribue à former une société extrêmement hiérarchisée, et on pourrait la représenter comme une pyramide à plusieurs faces, 3 ou 4 faces. Cette société pyramidale, elle va petit à petit être divisée par la couleur, la question de la couleur et des classes sociales et la question du sexe, évidemment. Et donc au sommet, les Blancs, cette toute petite élite blanche, parce que pour les Antilles, par exemple, pour la Guadeloupe, en plus, sur place, il y a très peu de béquets, l'administration coloniale est en Martinique, donc la présence blanche est vraiment très minoritaire en Guadeloupe, alors que petit à petit, la population de couleur noire grossit, et puis la population intermédiaire des mulâtres grossit, et donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui est assez singulier, qui est d'ailleurs le contraire de la situation des États-Unis, où aux États-Unis, la minorité, c'est la minorité de couleur. La population majoritaire est blanche et les noirs ou les gens de couleur sont extrêmement minoritaires. Alors que c'est le contraire en Guadeloupe, par exemple. Et aussi, c'est plus facile aux Antilles de transcender ces catégories dans la pyramide, parce que c'est ça, aux États-Unis, c'est la règle de la goutte de sang. Donc, les Noirs sont noirs et restent. C'est très difficile pour un Noir de se réclamer blanc. Et alors qu'ici, c'est plus facile, j'ai l'impression, de naviguer à l'intérieur de ces catégories. Au bout de 3 générations, de quelques générations, un Noir peut devenir blanc, un blanc peut devenir noir. Pourtant, j'ai l'impression, quand on parle des catégories raciales en Guadeloupe, j'ai souvent l'impression que on parle de catégories sans vouloir implanter dans cette discussion en fait le jeu du politique. Parce que j'ai l'impression que ça va plus être des dominations de personnes, comme on te renvoie à qui tu es d'un point de vue phénotypique, mais pas forcément d'un point de vue politique, à part si tu es une personne blanche. J'ai souvent eu l'impression finalement que lorsqu'on me dit que je suis métisse, c'est juste pour nommer mon individu dans la communauté, pas forcément pour quelque chose de politique. Mais déjà, rien que de parler de race en Guadeloupe, on va peut-être parler de la race blanche et de la race noire, mais il y aura rien, je sais pas si on va parler de métis et de chabine et de capre et de ci et de ça en tant que race, pas d'un point de vue politique. Le poids politique est plus, en fait, c'est blanc ou noir. Dans le vocabulaire, j'ai l'impression que la dimension politique n'intervient seulement quand on parle des blancs ou quand on parle des noirs, mais c'est entre les deux, j'ai pas l'impression qu'il y a un... En fait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose d'autre qui s'est rajouté, c'est la racialisation des discours et des problématiques sociales. En tout cas, c'est vrai que, par exemple, la situation française diffère de la situation américaine au 19e, par exemple, parce que par le métissage, et par les métissages sur plusieurs générations, les descendants d'esclaves peuvent être affranchis, peuvent être émancipés, même si c'est pas souvent, mais ça arrive. C'est-à-dire que
le fait d'être clair de peau, très clair de peau, et de devenir un adulte très clair de peau, ben, vous pouvez espérer acheter votre liberté. Et si vous êtes déjà libre, les familles, c'est ce que dit Frédéric Réjean en tout cas, les familles peuvent demander des certificats de blanchité. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est-à-dire on vous voit. Si vous avez toutes les caractéristiques du blanc, même si votre grand-père ou votre arrière-grand-père était noir, vous pouvez faire établir à l'état civil un certificat de blanchité. Et la blanchité, c'est le fait, c'est l'apparence physique, mais c'est aussi le comportement, comment vous vous comportez. Les valeurs aussi, Voilà. Et puis, qui vous fréquentez. C'est surtout aussi qui vous fréquentez. Et être blanc, ça se définit par le fait d'avoir des esclaves. Ok, ça se définit comme ça, ok. Ben oui, donc on peut être descendant d'esclaves, être devenu blanc et avoir des esclaves. Et ce qui caractérise... C'est attendu même, j'imagine, puisque si ça fait partie de la définition de... Ben oui, c'est comme être noble implique que vous ayez des gens, vous avez des domestiques, vous avez des gens. Donc être blanc impliquait d'avoir des esclaves. Et du coup, l'idée, c'est que c'est un statut social, la couleur, un statut racial. C'est-à-dire, c'est pas les origines génétiques qui font de vous quelqu'un de blanc ou quelqu'un de noir, c'est le statut social que vous confère la société par rapport à votre apparence. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, en plus, dans la pyramide qu'on a commencé à dessiner, il y a la question des différentes couleurs, des différents phénotypes, il y a la question des classes sociales, où vous êtes. Et effectivement, le blanchiment peut être une stratégie de promotion sociale, c'est-à-dire le fait de blanchir sa peau et cette fameuse peau chapée, cette fameuse peau sauvée, a priori, vous fait prendre l'ascenseur social. Surtout si vous êtes capable ensuite de convoler en os avec quelqu'un d'aussi clair que vous, voire de plus clair que vous, pour encore plus monter dans les étages de la hiérarchie sociale. Et par contre, si vous avez des enfants avec quelqu'un de plus noir, alors là, c'est des déclassements. C'est du déclassement. C'était du déclassement social à l'époque. Et c'est contre tout ça que la population lutte aujourd'hui. C'est contre tout. Elle est là. Il est là le travail décolonial. Il y a cette idée que on est d'autant plus considéré dans la société qu'on monte dans l'échelle sociale et qu'on monte dans l'échelle socio-raciale en fait. Et du coup dans l'échelle économique. Ce qu'on appelle la race, c'est un capital. Et c'est bien ça le cœur de la problématique. La race, c'est un capital que certains veulent protéger, c'est-à-dire quand ils estiment appartenance à la catégorie blanche et celle des privilèges, ils veulent la protéger, ils veulent protéger leur capital et éviter qu'il soit altéré par des alliances, des naissances faites avec des combinaisons avec des Noirs ou des Arabes, vous voyez. Donc c'est un capital. Et pour d'autres, ce capital, c'est quelque chose qu'il faut acquérir ou qu'il faut conforter. Donc c'est un capital, quand on en est privé, par exemple, si le capital c'est la couleur blanche et qu'on est noir, on est privé d'un capital social valorisant et donc il faut essayer de compenser et ça peut être compensé par, je décris un système aliénant, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec, oui. Mais ça peut être compensé par des comportements, par une façon de parler, par une façon de penser, par une façon de vivre, par des modes de vie. Et par acquérir du capital extérieur, je parle de richesse, de terre et de voilà. Donc après, on peut compenser avec le capital symbolique, le capital matériel, le capital économique, pour compenser le fait de ne pas avoir le capital racial, par exemple. Et tout le travail de ceux qui ont travaillé sur l'anticolonialisme et la décolonisation, c'est justement d'arrêter de considérer que le fait d'être noir est un manque de capital. C'est de revaloriser le fait d'être noir et d'arrêter de considérer qu'il y a une hiérarchie à ce point verticale entre le noir et le blanc. Je pense qu'on va peut-être se diriger vers la fin
Alors, je suis un peu désolée parce que du coup, j'ai pas répondu à d'autres questions qui se posaient, mais on pourra en refaire. Hein. Mais on pourra se revoir pour la question de du coup quel terme on utilise. Parce que est-ce que tous ces termes-là, du coup, par exemple, est-ce que le terme de chabine, il faut l'abolir au motif que ça serait un terme raciste, ou est-ce qu'on le garde? Et c'est la grande question. Si on y regarde de plus près, en plus, tous les termes, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais tous les termes qui sont utilisés pour désigner les résultats des métissages, là, mamelouk, capre, chabin, tout ça, mulâtre, sont des termes qui sont empruntés au vocabulaire zoologique. Oui. Et oui, il y a aussi l'idée, et c'est ce que déplorent les personnes qui veulent décoloniser notre langage, c'est qu'au départ, tous ces termes sont produits par une sémantique déshumanisante d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des registres linguistiques qui sont forcément valorisants. Et du coup, la question, c'est est-ce qu'on continue à garder des termes qui sont initialement dévalorisants pour se définir, pour s'identifier, pour se parler, que tous ces termes ont été appropriés par la population et que peut-être ils font partie du registre culturel, mais que le travail à faire, c'est peut-être de comment on pourrait dire, de déconstruire la hiérarchie entre ces termes. Mulâtre est toujours plus intéressant que chabin, qui est plus intéressant que capre, qui est plus intéressant que indien, batas indien, vous voyez. Si on a toujours une terminologie qui est marquée par cette hiérarchie sociale, socio-raciale, cette terminologie, elle performe la hiérarchie raciale. Elle la crée. Quand l'utiliser, c'est la performer. Est-ce qu'on pourrait continuer à utiliser des termes, mais cette fois-ci en changeant le signifié? Je vais du coup conclure. Ok, super alors. Merci beaucoup. Du coup, oui, c'est ça, merci beaucoup. Et puis, pour les personnes qui souhaiteraient vous contacter, donc c'est Stéphanie Mulot, Pro Communication sur Facebook, c'est ça? Merci beaucoup en tout cas pour cette super interview. Et je vous en prie, bonne continuation. Allez faire un tour sur ma page pour voir l'interview de la table ronde là, avec Simone Schwarzbart et tout ça, parce que je parle de vous à la fin. Donc, et puis je fais un récapitulatif des femmes du mouvement féministe depuis les années 80. Bon, allez, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et surtout, bonne soirée. Ouais, merci. À bientôt. À bientôt, au revoir. Alors, en tout cas, comme Mélissa a dit, merci beaucoup d'être restée avec nous. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Femme Kachayeko. Facebook, Twitter, c'est le même nom. Si vous voulez nous envoyer un email avec un récit beaucoup plus long, c'est femmekachayeko@gmail.com. Vos deux hôtes, Mélissa, mel.marival sur Instagram et solène.jpeg pour Solène. Et n'hésitez pas à nous noter. Très important. À chaque fois, j'oublie. N'hésitez pas à nous noter pour nous donner plus de visibilité et permettre au podcast de rayonner encore plus. Donc voilà. On se voit pour un prochain épisode. Et puis en attendant, on vous souhaite de bons moments, je sais pas. Une bonne journée. Voilà. Salut. Salut.